Dans notre série de F1i classique, après vous avoir parlé des multiples champions du monde, nous avons décidé de consacrer des émissions à des coups de cœur. Et aujourd'hui, c'est mon tout grand coup de cœur. On va vous parler de Jacky Ickx, le grand champion belge. Indiscutablement, mon cher Yves, c'est un plaisir. Bon, c'est un plaisir pour nous. Vous voyez que je suis raccord. J'ai mon petit costume. On a quelques belles autos parce que c'est un personnage qui nous a marqué, parce que dans notre génération et dans notre plat pays, évidemment, avoir un champion de cette dimension-là, c'est rare. La preuve, on n'en a plus eu depuis. Et Jacky, ça a été l'idole de notre jeunesse. Et par la suite, ça a été un modèle, une référence, un pilote qu'on a accompagné tout au long de sa carrière, et moi en particulier sur le terrain dans mon rôle de journaliste. Et encore aujourd'hui, Jacky est devenu un ami, et voilà, je suis son biographe. On a monté cette exposition extraordinaire avec Eddy Merckx, grâce aux éditeurs de Cannibal, avec qui on avait fait ce grand livre. Et à l'occasion de cette exposition et de l'anniversaire de Jacky et d'Eddy, ils ont tous les deux 70 ans, 70 ans, en 2015, eh bien, effectivement, ça mérite qu'on s'y attarde. Cette exposition est magnifique, on vous la recommande. Oui, Jacky Ickx, pour moi, c'est le héros absolu, c'est le Michel Vaillant, en vrai, en chair et en os. Moi, c'est vraiment mon héros, je ne m'en cache pas, j'ose rigoler et dire que c'est ma religion, Jacky Ickx. C'est quelqu'un de tellement admirable à tous les niveaux. Et quand je pense à Jacky Ickx, je pense à des exploits extraordinaires, des exploits qu'on ne voit plus aujourd'hui, tant la technologie nivelle un peu les performances. À l'époque, il y avait moyen de se mettre en évidence, et Jacky, mais depuis 1967, s'est mis en évidence d'une telle manière, avec des performances époustouflantes qui ont marqué toute une génération. Je pense à sa première performance extraordinaire au Nürburgring en 67, où, voilà. Avec sa F2, une Formule 2... F2. Imaginez-vous, à l'époque, on laissait rouler des Formule 2 avec des Formule 1, elles étaient sous-motorisées. Pour faire le nombre, on les faisait partir derrière. Et Jacky était remonté jusqu'à la 4e place avant que sa suspension avant-droite ne casse. Et là, il avait vraiment marqué les esprits pour la première fois sur ce juge de paix qui était le Nürburgring. Après, il a continué à se mettre en évidence au Nürburgring, à Spa-Francorchamps, sur des circuits incroyables. Alors c'est vrai que sur la Matra, il fait le 3e meilleur tour en course. Grand Prix d'Allemagne de F1, avec un moteur 1600 cm3 dans la Matra. Les autres ont des 3 litres Cosworth. Donc ça donne une idée quand même de la performance, de l'exploit, comme tu dis. Mais alors évidemment, il avait une connaissance du terrain, parce qu'il avait disputé plusieurs fois le marathon de la route sur 84 heures au Nürburgring. Mais ok, les autres pilotes connaissaient aussi la Nordschleife. Donc c'est vraiment... Voilà, un exploit. Il y en a eu d'autres à la même époque, sous la pluie, en endurance, avec la Mirage ou avec la GT40 aux 1000 km de Spa, parce que c'est quand même aussi une carrière qui est marquée par un éclectisme incroyable, par une grande variété, par une longévité aussi. Alors pourquoi l'éclectisme ? Évidemment, dans les années 60, tous les pilotes couraient un peu partout, et notamment à cette fin des années 60, où Jacky était à son apogée, il courait en F1, en F2, en tourisme, en proto, en endurance, aux États-Unis, en Can-Am. Bon, peut-être pas Jacky à la grande époque de la Can-Am, mais enfin, voilà, il y a une année, Jacky se plaît à le répéter, où il avait couru 48 week-ends sur 52. Il n'y avait pas d'essai, évidemment, il n'y avait pas d'opération promotionnelle, tout ça n'existait pas, en tout cas pas, c'était pas comparable, donc on pouvait courir. Ils étaient là pour courir. Et courir de plaisir, parce que c'était pas l'argent non plus qui les motivait. Et là, Jacky a fait étalage d'un talent qui était multidisciplinaire. Et de sa classe. Et en plus, il y avait cet élément, effectivement, on courait de plaisir, on courait pas pour l'argent, et il y avait ce danger omniprésent. Il y avait des morts tous les week-ends, ce qui ajoutait à la dimension du gladiateur, du fait que comme gamin, on admire ceux qui survivent. On n'aime pas évidemment les morts ni les blessés, mais c'est vrai que ceux qui gagnent dans ces conditions-là sont encore plus des héros. Anecdote, en 68, et les gens ne la connaissent peut-être pas si bien, c'est que en 68 aux 1000 km de Spa, il y a déluge au premier tour, et tout d'un coup on voit la Ford GT40 de Jacky arriver, et puis elle remonte le raidillon, et puis silence. Silence absolu. Et Jacky
a pris 38 secondes en un tour à toute la meute, parce qu'on a cru que la meute avait été décimée par un accident. Eh ben non. Il a pris 38 secondes au premier tour. Et au deuxième passage, il a 55 secondes d'avance. Donc, c'est quasi inhumain. Ce sont des performances de rallyman. On imagine un Loeb faire ça, mais là, c'était sur circuit. Et donc, ça marque toute une génération. Au troisième tour, il a 1 minute 10 d'avance. Et puis au quatrième, il commence à tomber sur les attardés, évidemment. Ça devient un peu plus compliqué, mais c'est vrai que c'est surréaliste. Et il rend la voiture à Brian Redman au bout de 2 relais avec 1 tour et demi d'avance sur le deuxième. Donc la course était finie, quoi. Uniquement sur un homme, parce que vraiment, c'est lui qui faisait la différence au pilotage. Il avait couru le matin, ce jour-là, en tourisme, aux Coupes de Spa. Donc il avait repéré le terrain. L'adhérence précaire. Voilà, l'adhérence, les flaques d'eau, etc. Même si Spa sous la pluie, ben, c'était quand même la routine, et que des pilotes comme Joe Seifert et les autres, Michael Ford et compagnie avec les Porsche, ben, ils connaissaient ça aussi. Donc voilà, un ton dessus, une classe folle, comme tu dis, mais une carrière un peu étrange, parce que elle a eu des hauts, en tout cas un début de carrière extraordinaire, une facilité. Chez Ferrari en 68, je dis bien. Oui, il gagne son Grand Prix à 23 ans. À l'époque, c'était vraiment rare d'avoir des pilotes aussi jeunes qui émergent. Chez Brabham en 69, la voiture n'est pas la meilleure. Il n'est pas dans le meilleur contexte parce qu'il y a Jack Brabham qui veut vraiment s'imposer comme le patron et comme le numéro 1. Et puis, on se souvient de l'été, là, ce Grand Prix au Nürburgring de nouveau, avec Jackie Stewart sur la matraque, était loin devant, parce que cette voiture était beaucoup plus aboutie, beaucoup plus sophistiquée que les autres, et Stewart était au sommet de son art. Eh bien, parce que c'était le Nürburgring, Jackie est parvenu à le battre à la régulière, et ça n'existe plus aujourd'hui, tu as raison. Oui, ça, personne ne l'oublie. C'est vrai que sa première victoire, elle a été entachée parce qu'effectivement, à l'époque, il y avait toujours ce danger omniprésent et que quand il y avait un accident, on n'arrêtait même pas la course, figurez-vous. Donc, Jackie gagne... Même pas un drapeau jaune pour l'incendie Schlesser. Voilà, Schlesser se tue, la voiture prend feu, toutes les autres voitures l'évitent. Bon, il pleut des cordes, Jackie gagne magnifiquement son premier Grand Prix, mais cette fatalité, évidemment... attriste toute l'ambiance et il ne peut pas vraiment jouir de sa première victoire. Après, en 69, tout le monde se souvient de ce départ au Mans où il refuse de courir comme tout le monde pour des raisons de sécurité. Il prend son temps pour s'agrafer et tout ça. 40. Et puis, il réussit malgré tout à gagner parce que l'histoire est splendide. Déjà, s'il l'avait fait, c'était très courageux, mais il le fait et il gagne avec 120 mètres d'avance sur Hans Hermann sur la Porsche. Donc, c'est une victoire aussi tout à fait légendaire. Il me fait marquer les esprits. Il me fait marrer, Jackie, parce qu'aujourd'hui, il est ambassadeur de Porsche. Du groupe Volkswagen, dont Porsche fait partie, bien sûr. On était au Mans l'été dernier et on était chez Porsche, naturellement. Et on voyait des films de promotion qui rappellent, c'était le grand retour de Porsche au Mans, donc on voit des films de promotion qui rappellent la première victoire en 70, et puis les 917, et puis les 936, les 956, etc. Et Jackie dit, tiens, c'est bizarre, on ne parle pas de 69. Évidemment. Où Porsche n'a pas gagné à cause de Jackie X, ou grâce à Jackie X, ça dépend de quel côté on se met. Voilà. Il a cet humour, il a ce détachement, voilà, il a cette classe, il est devenu aussi un grand sage. Il fait preuve de philosophie à cause de son expérience africaine qu'il a complètement transformé sur le plan humain. C'est devenu quelqu'un d'autre. C'est vraiment un autre personnage. Et aujourd'hui, en nous baladant dans l'exposition l'autre jour, il regardait les photos, les voitures, etc. Et c'est moi qui ai fait tout ça? Je m'en souviens pas, quoi. C'était moi, ce type-là? Mais c'est vrai que maintenant, il a pris du recul et il est devenu beaucoup plus accessible. À l'époque, c'était une star. Mais c'est vrai qu'il a toujours eu une classe folle. Je te rappelle qu'en 1970, quand Rins se tue, il peut encore gagner le championnat. S'il gagne les 3 dernières courses, il en gagne 2 sur 3. Et il a l'élégance de dire que c'est mieux comme ça, que Rins était meilleur que lui et qu'il n'aurait pas voulu de ce titre. Et il continue à le répéter. C'est d'une classe folle, c'est des choses qu'on n'entend pas aujourd'hui dans le sport actuel, et c'est pour ça que Jackie est spécial. Il n'a pas vraiment dit que Rins était meilleur que lui, mais il a dit qu'il n'aurait pas voulu être champion du monde sans se battre contre un adversaire en chair et en os, et pas se battre contre une ombre, évidemment. Alors, on peut se dire qu'en 70, peut-être que Jackie était meilleur que Rins. En tout cas, dès l'instant où la Ferrari 312B est devenue fiable, eh bien, il a dominé la Lotus 72, qui était pourtant la référence avec Rins. Stewart, qui était l'autre référence de l'époque, on a parlé de 69 avec la Brabham, il l'a fait
Par contre, après, dans les années 70, il y a quand même eu un déclin relativement lent d'abord. 5 ans chez Ferrari, c'est lourd, même, on le voit aujourd'hui, mais à l'époque aussi, d'autant plus qu'il faisait F1 et Sport Proto, avec d'innombrables succès en endurance, avec les 312 PB. Mais voilà, on le sent quand même un peu lassé, un peu usé mentalement, peut-être toute cette énergie. Et puis voilà, il y a le fait aussi d'être au bon moment dans la bonne voiture. Il y a le timing, quoi. Et là, il a peut-être pas bénéficié de ce petit coup de pouce de la chance pour choisir les bonnes équipes au bon moment. Il faut dire que chez Ferrari, ils roulaient également en endurance, comme tu dis, et ils ont été champions du monde. Et il roulait avec des coéquipiers vraiment très capés. Hein. Il y avait Redman, il y avait Pache, il y avait Peterson, il y avait Tim Schenken. Reutemann. Il y avait Reutemann, et il était le leader incontesté de l'équipe, et c'est toujours lui qui faisait la pole. Il y avait Mario Andretti. Ils ont fait une paire formidable avec Mario. Ils ont gagné plein de courses. Et puis, effectivement, il est parti de chez Ferrari fin 73, parce que c'était vraiment la crise totale, un peu comme aujourd'hui. Il a claqué la porte, mais c'était un peu au mauvais moment, parce que après a commencé l'ère Lauda, un renouveau Ferrari, et il est passé chez Lotus. Il est passé à côté. Alors Lotus, qui était le team à battre, qui avait gagné le championnat des constructeurs, en tout cas en 73, avec la Lotus 72, avec Peterson. Bon, on oublie quand même un autre exploit extraordinaire, c'est la McLaren au Nürburgring en 73, Oui. parce qu'il quitte Ferrari et il hérite d'une 3e McLaren. Je peux vous dire que Denny Hulme et Peter Revson, ils n'étaient pas contents de voir arriver Jackie dans une 3e voiture. En plus, avec pas les bons pneus, avec un moteur qui avait... Pas de roulage. Un moteur qui avait des bornes, etc. Mais bon, sur le Nürburgring, Jackie faisait la différence. Revson et Hulme, ils n'ont pas vu le jour. Et Jackie termine 3e uniquement parce que les Tyrrell sont intouchables et qu'elles ont des pneus Dunlop. Et que voilà. Mais il fait... Voilà, là c'est encore un exploit comme on n'en fait plus. Après, il n'y en a plus vraiment eu. Chez Lotus, il est arrivé, la voiture était vieillissante. Ronnie Peterson était quand même flamboyant, hein, au sommet. Jackie a souffert avec Peterson. Il ne s'est pas entendu avec Chapman. Il n'a pas eu confiance dans cette voiture qui était fragile encore. Il y a eu encore un exploit sous la pluie. Il y a eu un exploit. Sous la pluie, la course des champions à Brands. Moi, j'étais là, je peux t'en parler. Et bon, là, il marchait sur l'eau, quoi. C'était juste exceptionnel parce qu'il était le seul à avoir cette capacité de lire la piste et de se balader. Il a tourné autour de Lauda avec la Ferrari, c'était incroyable. Il a passé à l'extérieur alors que jamais personne ne le fait à cet endroit-là. Donc c'était un dépassement qui rentrait vraiment dans les annales, et c'était sa vraiment dernière grande victoire en Formule 1. Dernière victoire en F1. Et puis bon, par la suite, il a eu cette intelligence aussi, Jackie, parce que c'est un ambitieux, hein, et c'est un compétiteur avec une obsession pour la victoire. Et dès l'instant où il n'a plus été en mesure de gagner en F1, hein, après Lotus, il s'est retrouvé dans la Williams-Wolf et puis dans l'Inzine, enfin bref, il savait que son temps était passé. Hein, et il a vraiment eu conscience de ça quand il a eu la Ligier en 79 et qu'il a vu qu'il lui manquait les 2-3 dixièmes par rapport à la FIT, et il a eu l'intelligence de dire stop. Mais obsédé par la victoire, il était déjà en endurance, parce qu'évidemment, à l'époque, on menait ses carrières en parallèle, mais il a ouvert un nouveau chapitre avec Porsche à partir de 76, il a mis toute son énergie là-dedans, et il a tout gagné. Il a tout gagné. Et quand, au milieu des années 80, avec les Porsche 956, eh bien, ça s'est un peu émoussé, parce qu'il avait 45 ans quand même, et qu'il y avait des jeunes pilotes qui arrivaient comme Stéphane Bellof, Thierry Boutsen, etc., qui s'avéraient plus rapides. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti sur les rallye raids, il avait gagné le Dakar en 83, il a amené Porsche en Afrique, et il a gagné encore pendant des années. Jackie, ce plan de carrière, qui n'en est pas un, mais c'est son obsession pour la victoire qui fait que, quand il gagnait plus dans une catégorie, il passait dans une autre, et c'est ce qui explique qu'une carrière qui a duré 30 ans. Et nos jeunes spectateurs, ils doivent savoir que c'est quand même incroyable pour un pilote de gagner en Formule 1, de gagner en sport proto, d'être 2 fois champion du monde en sport proto, de gagner 6 fois Le Mans, de gagner le Dakar, de gagner la Can-Am. C'est quand même inimaginable. Il y aura plus jamais de pilotes qui vont avoir un palmarès tellement éclectique, tellement divers que celui de Jackie. Oui, aujourd'hui, c'est devenu impossible. Hein, on doit se spécialiser. Mais il y a cette obsession de la victoire dont je parlais. Jackie, quand on lui parle d'une très belle course qu'elle a faite, mais où il termine 2e, hein, à qui elle a mis, enfin peu importe. Il me dit non, je ne m'en souviens pas du tout. Et je crois qu'il est honnête. Il a une mémoire sélective. La victoire, ça c'était son objectif. Et quand il gagne pas, eh bien il s'en souvient pas. Voilà. Mais aujourd'hui,
c'est quand même un grand seigneur de la course. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus mener des carrières aussi éclectiques. On voit quand même des pilotes qui sont tentés. Kimi Raikkonen, Kubica qui passent en rallye, bon, parfois pour des raisons, malheureusement pour Kubica, sans avoir trop le choix, mais qui font preuve quand même d'un même talent. Sébastien Loeb qui vient au circuit, etc. Mais on ne peut plus faire les choses en même temps. Et Jackie a vraiment marqué son époque, marqué une génération, et reste pour nous, effectivement, la valeur étalon par référence. Oui, la légende, Jackie, tout le monde, enfin tous les gens que je connais de ma génération qui ont suivi la course automobile, pas seulement des Belges, des Français, des gens de tous les pays, ont une affection particulière pour Jackie X, parce qu'il nous a donné tant de bonheur, parce qu'il nous a fait vibrer, et maintenant c'est un ambassadeur du sport extraordinaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, les grandes marques ne s'y trompent pas, puisque le groupe Volkswagen utilise Jackie comme ambassadeur. Vraiment, c'est un seigneur. Et cette exposition qui lui rend hommage pour cet anniversaire, avec son ami Eddy Merckx, est absolument charmante. Elle est très très bien réalisée. C'est une scénographie formidable. Donc on vous recommande vraiment d'aller à Bruxelles voir cette exposition qui est située au pied de l'Atomium, sur le plateau du Heysel. C'est vraiment très beau. Et le symbole de faire X et Merckx ensemble, voilà, c'est très belge, c'est un côté un peu surréaliste, mais ce sont vraiment des amis de 50 ans, et qui ont, voilà, cette admiration mutuelle, qui ont un destin hors du commun, et on se réjouit de pouvoir un peu le partager en visitant cette exposition. Voilà.